Éric Aubry, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller social du Premier ministre François Fillon et vous êtes le co-auteur de la note de l'Institut Montaigne intitulée « Sauver le dialogue social » dans lequel vous avancez vos propositions dans le débat actuel sur la réforme du droit du travail. Vous proposez notamment de recentrer la négociation sociale autour de l'entreprise et la raison, je vous cite, « la capacité des partenaires sociaux à engager des réformes structurelles allant au-delà de la rationalisation et de l'adaptation de l'existant est aujourd'hui mise en doute ». Alors, première question, pourquoi et comment en est-on arrivé là ? Mais tout simplement parce qu'on ne peut pas demander aux partenaires sociaux de prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs, qui excèdent leur capacité à faire des réformes. On a besoin aujourd'hui en France de faire des réformes de structure sur le marché du travail, sur le coût du travail, sur la protection sociale. Et à l'évidence, c'est à l'État, c'est au gouvernement qu'il appartient de prendre ses responsabilités et de faire ses réformes. Faire ses réformes, ça ne veut pas dire les faire brutalement et sans concertation. Ça veut dire avoir une étape de concertation avec les partenaires sociaux, avec toutes les parties prenantes au sein de la société. Mais in fine, c'est bien à l'État, c'est bien au gouvernement, dans une démocratie normale, de faire ces réformes. J'observe d'ailleurs qu'en Allemagne, les réformes Hartz, dont on parle tout le temps pour dire qu'elles sont un peu à l'origine de la prospérité actuelle en Allemagne, ont été réalisées par l'État, par le gouvernement de M. Schröder, et ont été réalisées en grande partie contre les partenaires sociaux, en tout cas contre les syndicats. Enfin, contre. Ça n'était pas à l'initiative des syndicats, et les syndicats s'y sont plutôt opposés. Donc tout ça pour dire que dans le jeu des responsabilités, l'État doit prendre ses responsabilités, et le pire, c'est quand les gouvernements se cachent derrière les partenaires sociaux pour ne pas assumer les réformes qui sont nécessaires à notre pays et à la création d'emplois. Alors l'évolution du dialogue social depuis 2007 et les lois Larcher a été marquée notamment par plusieurs accords nationaux interprofessionnels, les fameux ZANI. Quel bilan est-ce qu'on peut en faire ? Il faut aller plus loin, c'est insuffisant encore ? Bien sûr, c'est insuffisant. C'est justement parce que c'est insuffisant qu'il faut que l'État, que les gouvernements maintenant prennent leurs responsabilités. Quand on dit dans le rapport de l'Institut Montaigne que c'est insuffisant, on ne veut pas dire pour autant que rien n'a été fait. On n'a pas du tout une vision négative de ce qui s'est passé et de la mise en œuvre de la loi Larcher. Je pourrais prendre comme exemple de réalisation tout à fait intéressante l'ANI de 2008, qui a permis de faire la rupture conventionnelle. Et ça, c'est une vraie bonne réforme, ça marche, c'est plébiscité par les entreprises et par les salariés. Donc voilà un exemple de bonne réforme. On peut aussi citer l'ANI de 2013 pour montrer que tout ça dépasse aussi les majorités successives et que les partenaires sociaux sont capables dans un certain nombre de cas, de faire certaines réformes. On peut également citer le commencement de réformes sur le licenciement économique et les plans de sauvegarde de l'emploi qui a été réalisé en 2013. Si l'on recentre la négociation sociale dans l'entreprise, quels impacts est-ce qu'on peut anticiper en termes de performance économique et de lutte contre le chômage ? Parce que c'est ça la grande question finalement. Pour nous, à l'Institut Montaigne, et on s'est fondé sur des auditions de chefs d'entreprise, de juristes, d'économistes, on peut penser qu'un accord d'entreprise, par définition, c'est au plus près du terrain, c'est des gens qui sont le chef d'entreprise, les salariés, les représentants syndicaux dans l'entreprise, qui sont dans le même bateau. C'est plus de confiance, plus de compréhension ? C'est plus de confiance, plus de compréhension, plus de souplesse, plus d'adaptation et peut-être aussi moins de posture. Parce que plus on monte dans la hiérarchie des accords, plus on peut trouver des postures, des tabous qu'on ne veut pas lever, alors que dans une entreprise, face à un problème, il n'y a pas de posture, il n'y a pas d'idéologie, il y a juste des solutions à trouver. Mais en rajoutant une couche de droit conventionnel au droit réglementaire, est-ce que vous n'avez pas peur que l'on va complexifier le droit, ce qui finalement est un peu contraire aux objectifs de la réforme ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, car on ne rajoute pas une couche. L'idée, c'est d'enlever des couches de droit légal et réglementaire. Donc, dans le rapport de l'Institut Montaigne, on aura un ordre public social défini par la loi, auquel on ne peut pas déroger de manière négative, et s'ajoutera à cela, de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendante, des accords d'entreprise, voire, mais on y reviendra peut-être ensuite, des accords de branche pour les PME. Donc on ne complexifie pas dans le sens où on ne rajoute pas une couche supplémentaire. Alors
bien sûr, il peut y avoir un élément de complexité dans la mesure où les accords d'entreprise ne seront pas tous les mêmes, par définition, si j'ose dire, et qu'on aura des solutions différentes. Mais on ne peut pas tout avoir. Si on veut avoir l'autonomie, la capacité de souplesse et d'adaptation dont on parlait précédemment, il faut accepter des différences d'accords, des différences de situation. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas une complexité, c'est simplement la prise en compte du fait que les entreprises sont différentes et ont besoin d'accords différents. Et est-ce qu'on a les syndicats qu'il faut pour ce genre de système? Parce que je rappelle, aujourd'hui, le taux de syndication il est en dessous de 8%. C'est justement pour ça que dans le rapport de l'Institut Montaigne, on fait un certain nombre de propositions pour renforcer la représentativité des organisations syndicales, toujours en partant de l'idée de l'entreprise, que le syndicat, ça ne doit pas être quelque chose qui dégringole en cascade d'autorité supérieure au niveau confédéral, mais que ça doit vraiment partir de la base. Et que c'est comme ça justement que le syndicalisme sera fort, parce qu'il sera vraiment ancré dans l'entreprise. D'où nos propositions sur limiter les mandats syndicaux en temps, faire en sorte que le délégué syndical ait également des fonctions effectives dans l'entreprise pour qu'il reste au contact du monde du travail dans son entreprise. Et dans les TPE, un tel système est possible. Comment s'assurer que leurs intérêts sont bien défendus alors qu'en dessous de 10 salariés, pas forcément d'obligation de délégation du personnel? Alors à ça, on y répond aussi précisément dans le rapport de l'Institut. D'une part, comme je l'ai dit, il y a l'ordre public social, légal et réglementaire, donc les salariés des TPE où il n'y a pas de dialogue social organisé possible, ils bénéficient évidemment de cet ordre public social, légal et réglementaire, et par ailleurs, des accords de branche permettent aux petites entreprises de bénéficier justement d'un dialogue social au niveau de la branche et donc d'un certain nombre de réalisations sociales. Dernière question, Éric Aubry. On constate aujourd'hui que tout un pan du droit social est en train de basculer dans le champ du droit commercial. Je pense aux auto-entrepreneurs, aux CDD très courts, au retour du travail à la tâche quelque part. Comment prendre en compte cet aspect dans la réforme du droit du travail ? Alors, là, c'est un peu comme on dirait en anglais, une question in motion. On est dans le mouvement, là, et on ne peut pas préjuger exactement de la manière dont, justement, cette nouvelle économie collaborative ou participative, comme disent les économistes, va vraiment se mettre en œuvre. Il me semble que, justement, avec un droit du travail plus près de l'entreprise, plus souple, plus flexible, plus adaptable, on répond déjà en grande partie à cette question. Il y aura moins d'intérêt à recourir à un auto-entrepreneur, par exemple. Bien sûr, parce que ça sera déjà plus souple, parce que notre droit du travail, je ne l'ai pas dit, mais ça va un peu de soi, tel qu'il est, notre code du travail tel qu'il est en vigueur actuellement, dans sa genèse, il répond vraiment aux intérêts de la grande entreprise, du monde de l'industrie, des années 30, 50 ou 60. Donc en ayant un droit beaucoup plus souple, fondé sur l'entreprise, je crois qu'on y répond en partie. Et par ailleurs, il ne faut pas non plus mésestimer le fait que ce droit du travail pourra aussi s'appliquer à cette nouvelle économie. Regardez ce qui s'est passé en Californie avec l'arrêt du juge disant « attendez, c'est pas du droit commercial, c'est du droit du travail, il y a un lien de subordination, donc on applique le droit du travail californien ». Eh bien, merci Éric Aubry. Donc, je rappelle la publication de cette note qui est en téléchargement libre sur le site de l'Institut Montaigne. Sauver le dialogue social, priorité à la négociation d'entreprise. Merci Éric Aubry. Merci à vous.